Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 96e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Nous ne nous contentons jamais de la vie que nous avons, ni de la vie seule, ni de la mort seule. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Et ça, c'est Blaise Pascal qui le dit. Et dans nos contemporains, et ce n'est pas très joyeux, l'imagination travaille sans relâche à farder la misère. Simone Veil. Ben oui, ces citations-là, parce qu'aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle qui est un peu longue, une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Parure. Je la trouve très intéressante pour que nous imaginions où nous en sommes sur les thèmes portés par cette nouvelle, qui reste finalement totalement intemporelle. Alors installez-vous parce que je crois qu'on en a pour un petit moment. Je vous préviens, je prendrai quelques libertés par rapport au texte original. Mais vous pourrez le trouver sur Internet. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors on y va. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, n'avait pas d'espérance. Elle n'avait aucun moyen d'être connue, ou comprise, ou aimée, voire même épousée par un homme riche et distingué. Et donc elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Ne pouvant être parée, elle fut simple, mais malheureuse comme une déclassée. Car les femmes, à cette époque, n'ont ni caste, ni race, et seule leur beauté, leur grâce, leur charme, leur servent de naissance et de famille. Notre héroïne souffrait sans cesse. Elle se sentait née pour toutes les délicatesses et tous les luxes, et c'est peu dire qu'elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient, elle, et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves totalement éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils. Elle songeait aussi aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins, portant des bibelots, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, face à son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Ah, quel bon pot-au-feu! Je ne sais rien de meilleur que cela. » Alors elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées, et écoutait avec un sourire de sphinx tout en mangeant la chair rose d'une truite. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Vivement, elle déchira le papier, tira une carte imprimée qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prie Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, tout en murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»« Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, c'est une occasion, et elle est belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut, c'est très recherché, on n'en donne pas beaucoup aux employés. Là-bas, tu verras tout le monde officiel. » Elle le regardait, l'œil irrité.
et avec impatience déclara « Mais enfin, que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là-bas ?» Le brave homme n'y avait pas songé. Il balbutia « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre ? Elle me semble très bien à moi. » Puis il se tut, stupéfait, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendaient lentement du coin des yeux. Alors il bégaya « Mais qu'as-tu ? Par un effort violent, elle avait dompté sa peine et répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable ? Une qui pourrait te servir encore en d'autres occasions, quelque chose de simple. » Elle réfléchit quelques secondes, faisant ses comptes, songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander, sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse. Il dit cependant « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant, et son mari lui dit un soir « Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Mathilde n'était point convaincue. Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Mais alors son mari s'écria « Mais que tu es bête ! Va trouver ton amie, Madame Forestier. Demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. » Alors elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre, et demandait toujours « Tu n'as plus rien d'autre ? » Mais si, cherche, regarde dans le coffret, je ne sais pas ce qui peut te plaire. Et tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants. Son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge sur sa robe montante et demeura en extase devant elle-même. Puis, elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela ? Rien que cela ?» ?»« Mais oui, certainement, lui dit son amie. Elle l'embrassa avec emportement et s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva enfin. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes. Elle était élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Même le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès. Une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, et de cette victoire si complète, si douce, au cœur des femmes. Vers 4 heures du matin, elle partit. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette du bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point
et descendaient rapidement l'escalier. Une fois dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue. Qu'on ne voyait, devrais-je dire, comme s'ils eussent été honteux de voir leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et lui, il songeait qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules, devant la glace, afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Il se dressa. Quoi? Comment? Mais ce n'est pas possible. Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches. Partout. Ils ne la trouvèrent point. Tu es sûre que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. C'est probable, as-tu pris le numéro? Non, et toi, tu ne l'as pas regardé? Ils se contemplèrent atterrés. Loisel se rhabilla. Je vais refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouve pas. Il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures, sans n'avoir rien trouvé. Il alla à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour dans le même état d'effarement, devant cet absolu désastre. Le soir, il revint avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. Il te faut écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière, que tu l'as fait réparer. Ça nous donnera un peu de temps de nous retourner. Alors elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieille de 5 ans, déclara « Il nous faut aviser à remplacer ce bijou ». Le lendemain, ils prirent la boîte qu'il avait renfermée, se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs. Malades tous deux de chagrin et d'angoisse, dans une boutique du Palais Royal, ils trouvèrent un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta. Il fit des billets. Il prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Et il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur. Épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques, toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle et déposa sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son ami. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Mathilde Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti. Tout d'un coup, elle était héroïque. Il fallait payer cette dette effroyable, elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits d'une mansarde. Elle connut les gros travaux de ménage, les odieuses besognes de la cuisine, lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises, les torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin, les ordures. Elle monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, injuriée, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant. Et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans.
Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres, mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges. Elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait comme la vie est singulière, changeante. Comme il faut peu de choses pour vous perdre, comme il faut peu de choses pour vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes, mais maintenant qu'elle avait payé, elle pourrait tout lui dire. Pourquoi pas? Elle s'approcha. « Bonjour, Jeanne. » L'autre ne la reconnaissait point. C'est étonnant d'être appelée ainsi, aussi familièrement. Elle balbutia. « Mais madame, je ne sais pas, vous devez vous tromper. »« Non, je suis Mathilde Loisel. » Son amie poussa un cri. « Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !»« Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères. Et tout cela à cause de toi. »« De moi ? Comment ça ? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère ? » ?»« Oui, eh bien, je l'ai perdue. »« Comment tu me l'as rapportée ? Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Enfin, c'est fini et je suis rudement contente. » Madame Forestier s'était arrêtée. « Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ? » ?»« Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein ? Elles étaient bien pareilles. » Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. « Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. » Voilà, je vous propose maintenant qu'on se mette devant notre propre miroir et que vous réfléchissiez, que nous réfléchissions à toutes les réflexions que cette nouvelle peut ouvrir sur notre ego, notre rapport au regard des autres, les choix de vie et les conséquences de ce qu'on fait. La première chose qu'on pourrait se demander, c'est, et je trouve que la question est intéressante, qu'est-ce que j'essaie de cacher? Ou alors, qu'est-ce que j'essaie de faire briller dans le regard des autres? Quelle est la partie de moi que j'ai du mal à accepter parce que je la trouve ordinaire? Et ma dernière question pour vous, c'est, avez-vous identifié dans quel endroit vous portez, alors c'est symbolique bien sûr, un genre de parure pour être reconnu ou aimé? On pourrait poursuivre un long moment sur les questionnements, sur la profondeur du conte, sur ce qu'il met en lumière, ou en tout cas ce qu'il questionne. Je vous laisse vous en saisir, et je vous retrouve bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir. Toutes les choses qu'on dit le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.